Alors, bonjour à tout le monde, ici et puis là-bas. Donc, ouais, donc nous ici, nous allons faire une intervention devant vous en présentiel. Nous sommes donc trois. Et puis, on a un quatrième larron qui est à distance, qui s'appelle Baptiste Doucet, qui aurait adoré être avec nous aujourd'hui, mais qui malheureusement est obligé en fait de garder ses enfants, puisque du coup, ils sont tous malades et lui-même ne l'est pas. Donc, vous voyez un peu, donc n'est pas positif. Voilà. Donc, il a dû envoyer. Il est visible à l'écran. Voilà, il est là. Hein, tout à fait. Donc, il a dû envoyer le lien vers notre Geniali qui va nous servir de support de présentation. Donc, je vais l'ouvrir ici. Tout à l'heure, il y aura une petite passation parce qu'il faudra que Baptiste prenne la main sur l'outil de présentation. Et puis, que vous dire encore? Eh bien que on est très content d'être là avec vous. Ça devrait se lancer. Voilà. Ouais. Et donc ici, on va pouvoir, je pense, lancer le partage. Voilà, pour démarrer cette présentation. Et je partage. OK. Bon, tout le monde voit bien ici dans la salle? Ouais. Et puis à distance aussi, j'espère. Donc, je vais afficher le chat, comme ça vous laissera la possibilité de nous dire un petit mot. Eh bien, parfait. Très bien. Donc, je voulais juste resituer dans un premier temps l'intervention de notre cellule d'ingénieurs pédagogiques, puisque c'est ça qui nous caractérise ici, nous qui sommes là. Donc, nous sommes ingénieurs pédagogiques qui est recruté dans le cadre d'un projet qui s'appelle PARM, dont ma collègue, qui est notre responsable ici, vous parlera tout à l'heure. Et je voulais simplement évoquer deux, trois éléments de contexte pour arriver à voir un peu mieux qui vous parle. Donc, la première chose, c'est que l'appel à contribution, il faisait état de deux notions principalement, c'était diversification et différenciation en formation à distance. Donc, il se trouve que c'est ce que nous faisons dans le cadre du projet PARM, puisque nous aidons en fait les enseignants de licence à licence générale, à créer des cours entièrement à distance, en 100% distanciel, et à destination des étudiants qui sont empêchés de venir, donc qui sont chez nous, qui ont le régime spécial d'études, qui sont empêchés pour diverses raisons, notamment parce qu'ils ont un travail, ou bien qu'ils soient sportifs de haut niveau, ou bien qu'ils soient en situation de handicap. Voilà. Le projet PARM, c'est 9 cellules. Alors, je ne vais pas faire le détail des 9 cellules, c'était simplement pour resituer. Donc, on a embauché à peu près, depuis que le projet a démarré, un nombre important de collègues, plus d'une dizaine. Et ils sont répartis et ils sont intégrés à l'intérieur des services. Donc, c'est une chose qui est un petit peu spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'équivalent d'un nouveau service qui serait ajouté à l'organisation habituelle de l'université. Alors, ça a des défauts, des qualités, mais enfin, c'est une stratégie, une logique. Et donc, la particularité de ce projet, c'est cette organisation qui donc a disséminé un certain nombre de personnels dans chacun des services de l'université. Donc, nous, ici, on est ce qu'on appelle la cellule ingénierie pédagogique du projet PARM, et donc on est 4, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais passer la balle à ma collègue Léa, qui va se présenter et puis qui va vous parler du projet. Voilà, donc on est 4 et Baptiste est à distance. Alors, donc moi je suis Léa Rosa Moézard et en fait je vais vous parler un peu du contexte du projet PARM. Je clique sur ce. Alors, pour ce qui est du contexte, l'Université de Tours a répondu à un appel à projet PIA3, donc projet d'investissement d'avenir en 2018. Et ce projet a été porté initialement par Cécile Goy, professeure des universités en sciences de l'éducation, et Sandrine Ferré, maître de conférences en sciences du langage. Il a été remporté et donc l'Université de Tours a un budget de 800 000 € par an sur 10 ans pour la mise en place de ce projet.
En fin 2020, nous avons eu un changement de gouvernance et donc le projet est mené depuis par Florent Malrieux, donc, qui est le porteur politique et qui est notre actuel VP CFVU, et Marie-Caroline Lefort, qui est chef de projet, hein, et donc qui orchestre les différents dispositifs que l'on vous a montrés. Pourquoi ce projet? Parce qu'on est parti, en fait, il y a eu un constat, c'est celui de se dire que 40% des primo-entrants, en fait, étaient admis en licence, en deuxième année de licence, et que sur 57,5% de ces primo-entrants redoublaient ou sortaient du système universitaire. Donc, l'objectif principal du projet PARM, parcours de réussite modulaire, est l'amélioration de la réussite des étudiants en licence. Donc, on vous a mis quelques chiffres. Hein. Oh, c'est un peu trop vite. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un projet qui est sur sa troisième année. Et donc, aujourd'hui, en distanciel, on a formé 7178 étudiants. Et les cours en FOAD sont intégrés dans 36 parcours de licence. Et donc, ça correspond en gros à un volume de 317 heures. Alors, donc plus concrètement, donc le projet parle de quoi il s'agit. Donc, l'objectif en fait principal au-delà de l'amélioration de la réussite des étudiants en licence générale, c'est de construire une université inclusive qui donc s'adresse à tous les étudiants et notamment sur le volet FOAD aux étudiants en régime spécial d'études. Et cette offre, l'offre est par le biais d'une offre de formation modulaire qui est censée répondre à la diversité des profils et des parcours et qui veut faciliter la mise en œuvre de cette formation modulaire. Donc, on le fait au moyen de différents dispositifs qui constituent les briques de ce projet. D'une part, le directeur d'études. Donc, en fait, c'est quelque chose, évidemment, la direction d'études est portée par l'établissement et donc notamment dans le cadre de la loi ORE. Mais PARM vient s'intégrer dans cette mise en place en proposant un accompagnement à la prise de poste des directeurs d'études. Le syllabus, donc il y a une incitation, un accompagnement des enseignants à l'usage du syllabus dans leurs cours, donc pour pouvoir présenter aux étudiants les choses de manière, on va dire, globale et surtout les attendus. Nous avons ESCAL, qui est la plateforme d'accompagnement et d'orientation des étudiants et qui est un outil dont les directeurs d'études, mais aussi d'autres acteurs de l'accompagnement et de l'orientation c'est un outil qu'ils peuvent utiliser pour justement effectuer cet accompagnement. Donc, il est actuellement en test, mais on en reparlera un peu plus tout à l'heure. Un catalogue numérique des formations, donc, qui vise à permettre à l'étudiant d'avoir une vision globale de la modularité et des formations auxquelles il peut accéder. Et puis, le focus sur la FOAD. Et là, sur ce point-là, je vais laisser la parole à Baptiste. OK. Alors, du coup, là, il y a une toute petite manipulation qui va devoir se mettre en place. Donc, j'arrête mon partage. Impec. Et je partage. Partager. Là. C'est bon, je pense, oui. Et personne n'a rien vu. Tac, tac. Le tuilage est fait. Bonjour à tous. Donc, merci pour cette intro, François et puis Léa. Donc, effectivement, vous m'excuserez, mais voilà, je n'ai pas pu venir. Donc, une des clés qu'on a identifiées pour répondre aux objectifs d'inclusion et puis de réussite du plus grand nombre d'étudiants possible, c'est la diversification. Alors, la diversification à la fois des modalités et des ressources, des modalités d'enseignement, d'apprentissage, et puis des ressources pédagogiques qui sont mises à disposition pour les étudiants. Mises à disposition des étudiants, pardon. Et donc, ce
Comme le disaient François et Léa, les cours PARM qui sont développés en FOAD sont à destination des étudiants empêchés qu'on a déjà mentionné plusieurs fois ce matin. Et d'ores et déjà, donc, nous avons 2 modalités qui s'offrent aux étudiants de licence grâce à ce programme, ce projet, le présentiel et le distanciel. Par la suite, bon, vous le savez bien, quand on développe un cours à distance, il est nécessairement scénarisé. Et donc, c'est cette scénarisation fine et parfois longue qui va permettre justement de travailler cette alternance de modalités, notamment synchrone, asynchrone, et puis de travaux, d'activités pour les apprenants, parfois individuels, parfois collectifs, collaboratifs, collaboratifs. Voilà, c'est toute cette variété de modalités qui va permettre, selon nous, de toucher le plus grand nombre et puis de permettre de favoriser cette réussite de tout un chacun. Pour servir cette diversification de modalités, on va s'appuyer sur des ressources, sur des outils. On a la chance d'avoir dans le projet PARM une cellule de production multimédia avec des collègues qui sont plus que compétents. Et donc, pour faire simple, on peut absolument, quasiment tout faire. Et donc, on a commencé par notamment des contenus vidéo. Alors, je vais vous montrer, l'objet de cette petite présentation, c'est de vous montrer un petit peu du concret aussi. Donc, on va avoir des vidéos dites face cam différentes, parfois certaines qui sont enrichies avec d'autres supports. Et puis, on alterne, on varie en fonction des objectifs évidemment pédagogiques du cours à présenter, et puis des désirs aussi de nos collègues enseignants qui ont leurs propres idées et qui vont vouloir mettre en œuvre certaines choses et pas d'autres. D'autres types de contenus vidéo, alors bien sûr, ce n'est pas des vidéos que je vous ai montré, c'est juste des captures, sinon on passerait un temps fou. Des vidéos un petit peu différentes, donc du motion design. Là, c'était une bande dessinée animée qui était très très chouette pour un cours de biologie. Ici, du motion design sur un cours de sciences du langage. Là, du video scribing, donc live entre guillemets, vous voyez bien que c'est une main qui est filmée avec une perche pour apprendre à dessiner des arbres syllabiques en sciences du langage. Et puis parfois de l'animation 3D, avec ici l'avatar de Christophe Dos Santos, qui est un collègue enseignant de sciences du langage, qui préférait avoir un avatar plutôt que d'être lui-même filmé. Donc ça, c'est cette variété de contenu vidéo qui va nous permettre déjà d'alterner un petit peu les formes et puis de répondre au mieux aux objectifs du cours. Et puis, on s'est rendu compte aussi après la partie toute vidéo du confinement, des confinements successifs, que peut-être justement il faudrait proposer d'autres choses que de la vidéo. Et donc pour répondre à parce que on s'est rendu compte à travers des enquêtes, puisque chacun des dispositifs de cours qu'on propose est évalué la première année, que des étudiants finalement décrochaient un petit peu du fait du tout vidéo. Donc, on a réfléchi avec l'équipe à proposer des podcasts. Donc là, c'est un podcast 3 voix. Voilà. Bon, donc avec juste un player, et puis rien ne se passe. Simplement, on a des activités qui sont marquées ici par des petits marqueurs et qui renvoient vers un cahier, donc qui est le support de ce cours. On a voulu un peu remettre les étudiants à l'écrit. Alors là, je vous partage, mais normalement, je dois vous l'imprimer et vous le distribuer pour remettre les étudiants sur du papier avec un crayon. Et ça a plutôt bien marché. Donc, on a imprimé ces cahiers et on les a fait parvenir aux étudiants empêchés. On a aussi, bien sûr, des objets SCORM, donc, dans lesquels les étudiants vont pouvoir naviguer en autonomie. Donc ça, c'est un cours d'acoustique, pardon. Et puis, donc, les objets SCORM qui sont intégrés à Moodle, bien sûr, et qui vont permettre d'apporter un peu plus d'autonomie aux apprenants. Voilà, par exemple, je pourrais, donc avec des vidéos qui sont intégrées à l'intérieur de etc. Donc, voilà, on pourrait naviguer.
Donc, c'est un cours. Voilà, un petit exemple, avec une alternance de vidéos avec des contenus pédagogiques et puis des activités intégrées directement, donc des quiz en l'occurrence ou d'autres. Et puis, on a aussi quelque chose d'important, c'est qu'on vise, les cours en FOAD sont développés sur 3 ans. La première année, donc on développe tout le cours, et puis chaque année, on réévalue un petit peu, on revient sur le dispositif pour l'ajuster. Et on s'est rendu compte qu'il faudrait, bien qu'on puisse développer des contenus hyper qualitatifs, comme ceux que je vous ai montrés, aussi laisser la main aux enseignants pour qu'ils puissent eux-mêmes apporter des modifications, ce qui est difficile quand on travaille avec Storyline ou Active Presenter pour faire des objets SCORM. Donc, c'est l'objet aussi de ce travail qu'on réalise en ce moment, donc sur un support hyper accessible et ergonomique comme Geniali. Donc là, c'est un atelier, enfin un espace d'exercice dans lequel on a intégré, vous reconnaissez bien sûr, H5P. Donc, on a intégré ces petites activités H5P. Donc, 2 supports, 2 outils qui sont hyper simples à manipuler pour que justement l'enseignant, une fois que le travail est fait, puisse se réapproprier le cours qui a été développé avec nous. Voilà, je pense que c'était ça. Oui, pardon, juste encore une chose. Sur l'alternance de temps synchrone et asynchrone, c'est aussi dans le temps de scénarisation, le cours scénarisé, des moments fixés. Par exemple, dans un cours de méthodologie de la synthèse, on a décidé de proposer le temps synchrone, on l'a appelé comme ça. C'est un temps d'1 heure en visio, toutes les 3 semaines, pour débriefer sur les activités qui ont été proposées pendant ce laps de temps, rassembler les apprenants autour de l'enseignant, et puis c'est réaffirmer cette présence à distance dont on a parlé tout à l'heure, et d'accompagnement dont a parlé François un peu plus tard. Voilà, c'est ça pour la partie à vous les studios. François, peut-être que je te laisse prendre la main. Ce qu'il va falloir faire, c'est que voilà, arrête ton partage, parfait. Et puis je vais démarrer du coup le mien. Du coup, je peux le faire directement. C'est parfait. Ouais. Et puis je vais passer donc la parole à Marie-Laure, ma collègue ici. Voilà, alors Baptiste a été bavard, donc il a déjà dit pas mal de choses. Pour assurer la différenciation pédagogique, et donc en prenant appui sur ces ressources, nous avons la possibilité de mettre en place des solutions pédagogiques sur les 3 années dont il a parlé tout à l'heure. Et on a remarqué que finalement, la production de toutes ces ressources nous permettait à la fois d'hybrider, de remédier aussi, de faire des modules 0 et des modules transversaux. Donc, je vais revenir rapidement dessus. L'idée que les enseignants ont eue et le confinement nous en a aussi donné la possibilité, c'était de réutiliser des ressources pour hybrider d'autres cours, donc réintroduire les ressources produites dans des cours qui n'avaient pas été imaginés en formation à distance au départ. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a été d'ouvrir aussi un certain nombre de ressources, et bien finalement pour aller plus loin dans l'apprentissage, dans la révision et la préparation aux examens, par exemple. Ça a été d'ouvrir à d'autres étudiants qui avaient été plus empêchés que les étudiants identifiés empêchés avec les confinements successifs. Nous avons aussi imaginé l'utilisation de ces ressources dans des modules que l'on qualifie de modules 0, qui sont des modules plutôt de méthodologie, d'apprendre à apprendre, de faire de la prise de notes. Il y a eu le passeport EAD avec la prise de notes, par exemple.
Et puis, des modules transversaux qui sont proposés là, notamment par nos collègues des centres de documentation, avec un cours sur le plagiat, avec un cours sur l'information, trouver l'information fiable sur Internet, des modules qu'on appelle mobiles chez nous qui permettent aux étudiants de gagner des points dans l'obtention de leur licence et qui sont des points attribués dans un parcours d'insertion professionnelle et d'orientation professionnelle. Et enfin, un autre module sur lequel je travaille et que j'aurai le plaisir de vous présenter plus en détail cet après-midi, qui est l'atelier MeText, du mot au texte, qui est un module de remise à niveau de français, qui se veut ouvert aussi à des étudiants qui auraient des difficultés d'expression et qui doivent reprendre les fondamentaux du français. C'est le constat que font quand même beaucoup d'enseignants auprès des jeunes lycéens voilà, qui arrivent à l'université et qui n'auraient pas forcément encore acquis tous les codes de l'expression. Voilà, donc on a finalement des ressources qui sont extrêmement variées et qui sont de plus en plus larges, qui couvrent un spectre de plus en plus large et que nos enseignants se proposent de réinvestir d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et puis, donc, moi, je vais reprendre la parole maintenant, juste pour essayer de… C'est un petit peu une forme de synthèse, en fait, liée à ces deux grandes thématiques qui étaient proposées aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, cet effort sur le projet PARM de diversification, en fait, des modalités qui permet la différenciation pédagogique et notamment de pouvoir apporter, dans le cadre d'un accompagnement relativement serré auprès de nos étudiants, des réponses tout à fait spécifiques à leurs besoins qui le sont tout autant. Et donc, je voulais mettre en avant deux choses. La première, c'était cette dimension d'accompagnement des étudiants. Donc, effectivement, chez nous, ça prend la forme d'une part d'une plateforme qui permet de faire du lien, en fait, surtout entre ces étudiants et puis l'ensemble de leurs accompagnants, puisqu'il y a effectivement les enseignants, les tuteurs, les directeurs d'études. Il y a aussi toutes les personnes qui s'occupent de leur insertion professionnelle, bien sûr. Et puis, d'autre part, toute cette dimension apprendre à apprendre avec donc les modules 0, ce qui s'appelle chez nous les clés de la réussite, qui est donc un dispositif qui permet d'apporter aux étudiants un certain nombre d'éléments méthodologiques pour le suivi en fait, de leurs apprentissages. Et puis, toute la partie que nous, on a dû intégrer de manière assez forte dans notre travail autour de l'explicitation, en fait, simplement l'explicitation, alors notamment des consignes, des attendus, tout le travail qu'on fait pour donner aux étudiants les moyens, en fait, d'identifier la manière dont ils vont pouvoir réussir dans les différents enseignements qui passent entre nos mains. Donc voilà un peu la logique. Et puis mettre en évidence aussi un autre élément, c'était l'accessibilité numérique qui a été cité par Monsieur Javot ce matin. Effectivement, c'est ce dont nous en parlons, enfin nous essayons en tout cas de nous en emparer depuis 2 ans et demi que nous avons démarré et on organise d'ailleurs une journée d'études le 16 juin 2022 à Tours sur ce thème-là, dans l'enseignement supérieur spécifiquement, avec l'idée que c'est un des objets centraux de travail maintenant pour les années à venir. Je voulais mettre en évidence que toutes ces choses-là, en fait, que suppose en fait la réussite des étudiants, tout cet accompagnement qui est mis en œuvre, eh bien, il suppose aussi un accompagnement tout aussi serré des enseignants. C'est-à-dire que tout ça ne s'invente pas, et on voit bien que on doit consacrer beaucoup de temps à cet accompagnement-là. Alors, dans le cadre de la formation des MCF stagiaires, bien sûr, dans le cadre aussi de la formation continue, puisque du coup, on propose une offre de formation assez importante. Alors, c'était déjà l'objet du service, bien sûr, mais depuis que nous avons intégré ce service, évidemment, ces formations aussi, et puis d'autres de nos collègues, ont pu se multiplier.
C'est aussi tous les accompagnements dans le cadre de projets pédagogiques, dont cette année, on a pu constater que les enseignants s'en emparaient de manière beaucoup plus significative. Avant, c'était relativement peu. Là, aujourd'hui, on a pu noter une augmentation vraiment importante des dossiers. Et puis, dans le cadre des appels à projets, donc que ce soit dans le cadre de l'appel à projet PARM de notre projet, ou bien dans le cadre de l'appel à projet du service, puisqu'il y a aussi d'autres composantes qui ne rentrent pas dans le périmètre de ce projet-là, qui peuvent bénéficier des accompagnements que nous proposons. Donc, c'est bien 2 stratégies globales d'accompagnement qu'il faut mettre en œuvre. Et je vais donc passer à la suite tout de suite, c'est-à-dire en fait quelques questions, échanges avec vous, la salle, et puis avec vous aussi plus loin. Voilà. Merci. Alors, y a-t-il des questions dans la salle avant la pause déjeuner? Merci beaucoup pour ce retour vraiment très intéressant. Juste une petite question pour être sûr, j'avais bien compris. Au départ, vous avez présenté des chiffres sur le taux de réussite. C'était en L1, c'était sur sur tous les étudiants, pas simplement les étudiants à distance, ou c'était sur les étudiants à distance? Ah non, sur tous les étudiants. Tous les étudiants. Hein, tous les étudiants. Ouais, ouais. OK. Et ensuite, ce dispositif, il est destiné principalement aux étudiants de première année ou tous les étudiants en licence? Il est destiné à tous les étudiants de licence, donc de la L1 et la L3. D'accord. OK. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser le dispositif initialement pour les étudiants à distance et d'en faire bénéficier aussi les étudiants en présentiel. Alors du coup, en fait, ce qu'on a constaté, puisque nous, notre mandat, c'est donc de créer des cours 100% distanciels pour des étudiants qui ne peuvent pas venir à l'université. D'accord. Donc ça, étudiants à distance. voilà, Oui. effectivement. Donc ça, c'est notre mandat. D'accord. Oui. C'est pour ça qu'on démarre un projet avec nous, en fait, que les enseignants viennent nous trouver. Donc ils s'engagent dans un dispositif et puis on les accompagne pendant 6 mois pour créer un cours qui est à destination des étudiants RSE. Dans les faits, bah là, moi, je suis arrivé en septembre, juste avant en fait le confinement. Donc, à partir du moment où il y a eu début de confinement, en fait, il y a eu un phénomène, c'est que les enseignants qui avaient un cours distanciel, l'ont massivement proposé à leurs étudiants. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, déjà, on a eu un certain nombre de retours assez conséquents en fait, par rapport à ce qu'on avait, nous, initialement prévu. Et puis ensuite, deuxième phénomène, c'est que les enseignants, on fait tous les ans un retour sur l'expérience en fait, dans le cadre de ce projet. Donc avec tous les enseignants qui ont participé pendant l'année au projet, à la création d'un cours. Et dans le cadre de ce retour d'expérience, on s'est rendu compte que les enseignants réutilisaient de manière assez massive aussi, les ressources qu'ils avaient passé du temps à créer. Ce qui est assez logique. Quand on a passé du temps à travailler sur quelque chose et qu'on en est content, on le réutilise. Donc effectivement, on s'est rendu compte que d'une part, ils le réutilisaient peut-être pour le même cours, le même type de cours, la même thématique, mais d'autre part aussi pour d'autres enseignements, en fait, simplement, dont ils souhaitaient faire bénéficier les étudiants. Voilà. Merci. Prendre un temps pour répondre aux questions en ligne. Alors, j'ai une question en ligne, c'est comment les enseignants sont-ils valorisés pour le travail de conception de ressources dans le cadre du projet PARM? Je vais peut-être me tourner vers ma collègue Léa, qui peut nous répondre. Donc, à l'Université de Tours, on a mis en place un mode de rémunération des enseignants qui s'impliquent dans les projets de formation à distance, donc qui a été voté en 2015. Et ce mode de rémunération prévoit une rémunération sur 3 ans pour la conception et la réalisation de ces modules. Et pour les enseignants qui proposent un projet de formation à distance et notamment dans PARM, donc signent un acte d'engagement qui contractualise leur entrée dans le projet. Aussi bien, ils s'engagent en fait à produire le contenu et à être accompagnés par un ingénieur pédagogique dans le cadre de ce projet parce que spécifiquement, il y a des critères de qualité auxquels
il adhère en entrant dans le projet. Voilà, donc c'est un mode de rémunération sur 3 ans, dégressif la 3e année, et bien sûr donc qui aide à faire en sorte que le cours soit mis à jour régulièrement. Et donc sur ces 3 années, les ingénieurs pédagogiques sont là également pour l'aider à mettre en place, l'aider à réaliser ces mises à jour. Éventuellement une autre question, ouais. Donc il y a une autre question, c'est les ressources, supports vidéo, documents, activités, podcasts créés au sein du projet sont-ils libres d'usage? Du coup, je vais laisser ma collègue Marie-Laure répondre. Ils sont libres d'usage au sein de l'université. C'est l'université qui acquiert le droit d'usage sur les ressources. Elles ne sont pas partageables pour toutes les autres universités, si c'était ça la question. Je vais laisser ma collègue compléter, peut-être. Non? J'ai senti que tu voulais dire un truc. Non, je ne sais pas, tu veux que je dise Non. quoi? Parce que si tu Non, me lâches, juste, c'est pas comme ça. En fait, compléter, c'est que les ressources, elles sont créditées en général à 2 noms, c'est-à-dire le nom de l'enseignant et puis le nom de l'ingénieur pédagogique. Donc, elles sont quand même pas réutilisables dans n'importe quel cours de l'université, n'importe comment. C'est-à-dire que c'est toujours associé à un usage de l'enseignant, en fait, lui-même, quoi. Et il y a une petite différence quand même de niveau de crédit. C'est-à-dire que l'ingénieur pédagogique ne peut pas décider d'utiliser une ressource sur laquelle il y a son nom en plus de celui de quelqu'un d'autre. Là, du coup, on ne respecterait pas non plus le droit. C'est bien ça? C'est ça. Ouais, je vais vérifier. En fait, on a mis en place à l'université de Tours, le projet PARM nous a aidé aussi à avancer de ce point de vue, un cadre réglementaire de la FOAD qui a été voté, lui, en décembre, que je ne dise pas de bêtises, 2019. Et donc, ce cadre permet en fait aux différents acteurs entrant dans ce type de dispositif de connaître en gros leurs droits et puis aussi leurs devoirs. Il y a une autre question, c'est du coup combien de dossiers CPP déposés cette année? On a parlé de CPP? Oui, j'en ai parlé. Ouais. Ah d'accord, ok, je peux écouter. En fait, j'ai pas consolidé le chiffre, mais… Alors, je crois qu'il y en a 13. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Okay. Là, c'est à l'étude, en fait. Il y a 13 dossiers déposés. Après, combien vont être acceptés, ça, je ne sais pas encore. C'est en cours. Extraordinaire, non. C'est compliqué d'avoir des dossiers. Ouais. Donc, une autre question, de manière plus générale, est-ce qu'il vous semble que les expériences pédagogiques de distanciel durant les confinements sont désormais durablement acceptées et intégrées par les enseignants ou qu'ils souhaitent revenir à des formes pédagogiques plus traditionnelles? Ça dépend. Ça dépend, oui, c'est difficile. Donc, dans la salle, on dit ça dépend. Effectivement, on a quand même constaté… ça dépend. Ouais, on a quand même constaté qu'il y avait pas mal d'enseignants qui en avaient un petit peu ras-le-bol. Donc, du coup, là, il y avait un petit temps de pause sur les innovations et les mises en œuvre de nouveaux outils et tout ça. Maintenant, il y a quand même, parmi les enseignants qu'on accompagne, des choses qui sont acquises, entre guillemets, et qu'on n'a plus du tout à nous à traiter quand on les accompagne. On voit bien qu'il y a une familiarité qui s'est installée avec certains outils, notamment les outils de visio. Il y a une question là-bas. Oui. Notamment les outils de visio, par exemple. Et puis, ma collègue va dire quelque chose. Oui, on a constaté aussi que sur tous les modules que l'on qualifie de transversaux ou de modules zéro concernant la méthodologie, l'idée, c'est aussi de les déployer à plus grande échelle. Et ce déploiement qui implique aussi une logistique, si les choses devaient se passer en présentiel, c'est quasiment impossible à faire. Donc, la FOAD est aussi une bonne réponse à ces types d'enseignement et d'apprentissage, bien sûr. Oui, c'était juste une remarque par rapport à ce que vous disiez, je vais tout à fait dans votre sens, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est presque plus compliqué qu'avant la crise, parce qu'on a affaire à 2 discours. Il y a des gens qui vous disent, bon, vous voyez, la formation à distance, c'est même plus un sujet, on n'en parle plus, parce qu'on sait faire. La preuve, on l'a fait. Et puis, il y en a d'autres qui vous disent, vous voyez, la formation à distance, comment est-ce que les étudiants ont été obligés d'aller chez le psy pour s'en remettre, comment les gens sont sortis complètement essuyés de ça, ingénieurs et enseignants. Donc, du coup, ne refaites pas le coup, on en a marre de cette injonction à la formation à distance.
Alors, je pense que ni l'un ni l'autre sont des discours recevables parce qu'on se trompe de sujet. Ce qui s'est passé pendant la crise, ce n'est pas de la formation à distance, c'est du présentiel en ligne. Alors évidemment, quand on est étudiant et qu'on va faire 8 heures de cours dans une journée dans un amphi ou dans un campus, on a une expérience de vie, on croise des gens, tout va très bien. Et, par contre, si on regarde 8 heures de vidéo dans sa chambre, là, tout ne va pas très bien du tout. Et on ne peut absolument pas comparer. Et filmer le présentiel, ce n'est pas ça qui fait de la formation à distance. On est tous d'accord là-dessus. Donc, je pense qu'il faut déminer ces discours qui sont orthogonaux et finalement un peu contre-productifs. Ou 8 heures de distanciel synchrone. Voilà. Donc, les cours qui s'enchaînent. Merci Pierre, il fallait le dire. Du coup, il y a un remède en fait à ça hein, quand même. C'est d'une part de créer des cours de 100% distanciel avec une scénarisation et puis un travail de conception robuste. Et puis d'autre part, c'est d'évaluer ces cours parce que pour le coup, les retours qu'on a, et notamment massifs pendant le confinement, parce qu'on a des étudiants qui zappaient d'une séance de visio de 2 heures plus ou moins, on ne sait pas trop à quoi ils étaient exposés, et puis après, qui venaient faire un temps de cours avec quelque chose qui était conçu et pensé pour ça. Et du coup, les évaluations, elles sont dithyrambiques. Voilà, on a sur un cours de 450, une promo de 450, il y a 285 qui ont répondu. Je cite de mémoire parce que je n'avais pas prévu mais 285 ont répondu. L'extrême majorité, c'est mais pourquoi on ne fait pas ça pour tous les cours? En fait, voilà le questionnement. Et après, beaucoup de remarques sur il nous faut plus de sous-titres, plus de transcriptions, enfin toutes les questions d'accessibilité sur lesquelles on s'est investi maintenant. Il nous faut plus de sous-titres, plus de transcriptions, il nous faut des documents pour expliquer les documents iconographiques dont on ne peut pas prendre connaissance. Voilà, il y a des suggestions. Les étudiants savent en fait ce dont ils ont besoin pour que les choses se passent correctement. Ouais. Ce qui ne marche pas, en tout cas, c'est la distance subie. Je te le rends tout de suite. Oui, ce qui ne marche pas, c'est la distance subie. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'inscrit dans une modalité, je sais pourquoi il l'a choisi et que la modalité est construite pour, avec la scénarisation et tout le monde a choisi de participer au même objectif de la distance. Là, ça marche très bien. Mais quand on a affaire à des étudiants qui voulaient être sur le campus et qui sont dans leur chambre, des enseignants qui sont captés en vidéo là où ils voulaient être dans leur amphi, dans leur salle comme d'habitude sans rien changer, là, ça ne marche pas. J'en profite pour répondre à une question dans le chat. Là, c'est quel outil est utilisé pour le player podcast? Puisque effectivement, on a évoqué ça, un cours avec un podcast. Et en fait, justement, on n'a pas trouvé de player podcast pertinent. Donc, en fait, on a utilisé notre player à nous vidéo. Donc, c'est finalement des fichiers vidéo sur lesquels il y a du son. Et puis, on a implémenté un player en attendant de trouver une solution qui soit plus élégante. Voilà, pour le moment, on en est là. On espère pouvoir faire mieux. Et d'ailleurs, ça sera l'objet d'une communication lors de cette journée sur l'accessibilité numérique. Je ne sais plus si j'en ai parlé déjà. Le 16 juin 2022. Tu n'arrêtes pas, en fait, d'en parler. Voilà. Merci pour cette présentation. Merci pour toutes les présentations de ce matin. Merci pour les interventions.